Le 10 mai 1996, une terrible tempête de neige emporte 9 personnes dans la zone de la mort de l'Everest. Beck Withers, dont nous allons suivre l'incroyable histoire tout au long de cette vidéo, se rappelle avoir vaguement quitté la vie le 10 mai. Emporté par le froid, lors d'une incroyable ascension vers le sommet de la plus haute montagne du monde, avec ses 8848 mètres d'altitude. Et c'est le 11 mai, en fin d'après-midi, qu'il reviendra d'entre les morts. Certains pourraient appeler ça un véritable miracle, car il a réussi à se remettre debout, pourtant perdu, aveugle, avec les deux mains complètement gelées, le visage dévasté par le froid, n'ayant pas non plus mangé depuis 3 jours et rien bu depuis 2. Aujourd'hui revenu d'entre les morts, il considère que ce miracle lui a permis de devenir un autre homme, capable de changer. Et c'est cette claque, prise en pleine figure, qui l'obligera à remettre les compteurs à zéro. Selon ses mots, sans ce tragique événement, il aurait achevé une existence certes matériellement comblée, mais extrêmement seul, et ce, malgré la présence de sa famille à ses côtés. Avant toute chose, il faut savoir que moins de la moitié des expéditions de l'Everest parviennent à placer l'un de leurs membres au sommet, donc qu'il s'agisse d'un client ou d'un guide. Beck, c'est un médecin anatomopathologiste, amateur alpiniste de 49 ans, déjà habitué au stress physique et mental de la haute altitude puisqu'il a déjà gravi 7 autres sommets de la planète. En gravissant l'Everest, il rentrerait dans le cercle exclusif des quelques 50 alpinistes qui avaient conquis les 8 sommets des plus hautes montagnes de tous les continents. Autrement dit, et vous l'aurez compris, la montagne, c'est sa passion. Et cette passion, elle regroupe toutes les qualités qu'il cherche, à savoir la camaraderie, l'aventure, le risque et surtout le plaisir addictif qu'elle offrait à son ego. Alors pour mieux comprendre d'où vient cette passion, il va falloir repartir un petit peu en arrière dans la vie de Beck. Donc Beck, c'est un Texan tout ce qu'il y a de plus normal, issu de la classe moyenne plutôt haute. Et il va tomber dans l'alpinisme en réaction à une crise paralysante de dépression qui va se déclarer vers l'âge de 35 ans. Et il pense que cette dépression, elle est due à un manque de confiance en lui chronique. Ça le fait basculer dans le chaos, le fond du désespoir et la misère mentale. C'est tellement grave qu'il frôlera même le suicide. Et c'est tout à fait par hasard, lors de vacances en famille dans le Colorado, qu'il découvre les exigences et les récompenses de l'escalade, et que peu à peu, il en vient à envisager ce sport comme une porte de sortie. La montagne devient, à ses yeux, un antidote contre les ténèbres. Et c'est à ce moment-là qu'il se convainc alors que la conquête des sommets légendaires témoignerait de son énergie et de sa virilité. Et tout à coup, rien ne lui donne plus de plaisir, de satisfaction et de sérénité. Ses démons s'évanouissent et il poursuit l'entraînement avec ses ascensions. L'alpinisme devient sa véritable obsession. Cependant, ce remède va ensuite se métamorphoser en un lent poison. Côté famille, de par son métier de médecin spécialiste et du nombre d'heures incalculables qu'il fait, il pourvoit avec largesse aux besoins matériels de sa famille, sans vraiment réaliser qu'il les abandonne complètement sur le plan émotionnel, de par ses très nombreuses absences répétées liées à l'alpinisme. Il dira d'ailleurs, après cet événement traumatisant sur l'Everest, qu'il leur sera éternellement reconnaissant de ne pas l'avoir abandonné à leur tour. L'expédition débute le 27 mars 1996 par un vol depuis Dallas, donc au Texas, d'où est originaire Beck. Après une première nuit passée à Bangkok, il atterrit le surlendemain à Katmandou, qui est la capitale du Népal. À l'aéroport, il repère un compère qui s'appelle Lou Kasishk. Il l'aborde et cet avocat du Michigan présente plein de points communs avec lui. Tous les deux, ce sont des travailleurs indépendants du même âge ou presque. Ils partagent une expérience similaire de l'alpinisme. Ils viennent tous les deux d'un milieu socio-économique comparable. Ils sont mariés et pères de famille. Et leurs épouses respectives désapprouvent l'alpinisme. Donc sorti de l'aéroport, Beck rejoint alors Lou et 2 autres membres de l'expédition pour l'Everest. On les conduit jusqu'au Garuda,
Un hôtel confortable et spacieux où les murs sont recouverts de posters de Rob Hall, ironiquement, puisque ce sera le guide de cette équipe. Plus tard, ils embarquent dans un hélicoptère Mi-17 jusqu'à Lukla, qui est un village perché à 2800 mètres d'altitude. Ensuite, ils passent une bonne semaine de trek à travers Khumbu pour seulement rejoindre le camp de base de l'Everest. Là, ils vont rencontrer les Sherpas, courageux spécialistes de la montagne qui sont aussi les porteurs de sacs. Ce long trek est une étape déterminante dans la préparation du corps humain. Les pistes de Khumbu remontent des vallées pour rejoindre le pied du glacier, long de quelques 15 km et perché à une altitude de 4940 mètres. Suite à quoi se trouve le dernier village, baptisé Lobuche. Le camp de base de l'Everest, il est déjà lui-même à 5545 mètres et il permet d'ailleurs d'apercevoir au loin les pans de la montagne. Le 7 avril, quand lui et son groupe arrivent au camp, Beck, il est exténué. Il a le souffle coupé, la poitrine brûlante et à la vue des montagnes élevées si haut devant lui, il se demande comment faire pour survivre un mois encore dans des conditions aussi extrêmes. Mais il n'est pas du genre à abandonner facilement. Chaque client de leur groupe se voit assigner une tente individuelle, privilège aussi rare que bienvenu dans l'univers généralement si peu intime de l'alpinisme. Le camp, il est également équipé d'un téléphone à énergie solaire, ainsi que d'un fax et d'un accès à une douche en plein air. C'est un endroit où on passe beaucoup de temps en préparatif, puis beaucoup de temps à récupérer, à se reposer, et donc au final un temps fou à ne rien faire. Le camp offre une vue imprenable sur la grande cascade du glacier du Khumbu, qui se situe 400 mètres plus haut. Et ce glacier bascule dans une déclivité de gigantesques blocs qui peuvent peser des centaines de tonnes et se déversent pêle-mêle dans un grondement déchirant de coups de tonnerre. Pour aider le corps à s'acclimater aux conditions extrêmes, il faut la gravir et la redescendre successivement au moins 5 fois, ce qui représente environ 20 heures de traverse intense. Elle se traverse d'ailleurs avec des échelles en aluminium, ce qui permet de négocier cet amas instable de murailles glissantes et de crevasses. Mais attention, ne pas la grimper trop vite, car en haute altitude, les risques d'œdèmes pulmonaires et cérébraux sont extrêmement élevés. Et comme il n'existe aucun moyen de savoir en avance si vous êtes plus ou moins exposé à ces pathologies complètement imprévisibles, dans le cas où, tragiquement, vous présenteriez ces symptômes, il vous faudrait redescendre le plus vite possible en priant littéralement pour votre vie. Une des autres grosses contraintes de la haute altitude, c'est l'hypoxie, que les alpinistes surnomment HAS, H-A-S, pour Height Altitude Stupid. Et cette hypoxie, elle tient en fait qu'à de telles altitudes, la moelle épinière, elle doit produire des millions de globules rouges, en réponse à un manque chronique d'oxygène. Et cette production d'oxygène supplémentaire, elle est vitale, certes, mais elle est insuffisante. On continue à manquer d'air puisque l'effort fourni pour respirer en haute montagne consomme 40% de notre énergie totale, juste pour respirer. Donc ce phénomène, il nous laisse déshydratés, on perd totalement le sommeil et l'appétit. D'ailleurs, une fois dans la zone de la mort, donc qui est au-dessus de 8000 km sur l'Everest, dont je vous parlerai plus tard dans la vidéo, la plupart des gens ne supportent même plus l'idée de nourriture. L'équipe de l'expédition de Beck, elle se compose, donc premièrement des 3 guides, dont le célèbre Rob Hall, de Mike Groom, un plombier australien, de Andy Harris, qui grimpait et guidait pour la première fois sur un 8000 mètres, et ensuite il y a le reste de l'équipe, que l'on appelle les 100 grades, qui se compose donc de Beck, évidemment, de son compagnon de cordée, le journaliste John Krakauer, de Yasuko Namba, une japonaise qui d'ailleurs à cette occasion deviendra la femme la plus âgée à conquérir l'Everest, de Doug Hanson qui est employé de poste à Seattle, de Stuart Hutchinson qui est un cardiologue canadien, de Frank Fishbeck qui est éditeur de livres rares à Hong Kong, et le plus apprécié de tous, bien sûr aux yeux de Beck, qui n'est autre que le Dr John Teske, un anesthésiste australien comme Mike Groom, l'un des guides. Après s'être acclimatés, ils démarrent tous leur ascension vers l'Everest. C'est donc le 9 mai que Beck et tous les autres membres de son équipe entament les choses sérieuses.
Ils commencent par franchir la fameuse cascade de glace du Khumbu et sûrement de la Combe Ouest et atteignent, à mi-parcours, une muraille de glace de 1500 mètres qui n'est autre que la face du Lhotse. Et avec une glace comme celle de la face du Lhotse, on ne bénéficie d'aucun coefficient de friction. Si on glisse, les chances de se rattraper sont infimes. Et c'est d'ailleurs tristement en fin de journée de ce 9 mai qu'un alpiniste taïwanais découvrira cette triste réalité en perdant la vie à cet endroit même. Après donc avoir grimpé successivement le Khumbu, la Combe Ouest et le Lhotse, sur lequel se trouve le camp numéro 3 qui d'ailleurs est en fait la pente du Lhotse, ils taillent une corniche de glace pour y planter leur tente et se glisser, tous déjà exténués par cette traversée. Il y a 2 règles essentielles à respecter sur le Lhotse, même épuisé. La première, c'est qu'il faut à tout prix éviter le somnambulisme sur ce type de pente extrêmement dangereuse. Et la deuxième, c'est que dès le réveil, il faut équiper ses semelles de leurs 12 pointes de crampons impérativement, puisque à elles seules, elles raccrochent les grimpeurs à la pente. Et c'est précisément ce que cet alpiniste taïwanais a oublié. Il est sorti de sa tente, il a directement glissé dans une crevasse, là où la mort l'attendait. Pour notre groupe, le plan était simple. Il devait se lever avec le soleil et grimper toute la journée pour rejoindre en fin d'après-midi le camp numéro 4 qui se situe au col sud. Arrivés au camp, ils auraient pris 3 ou 4 heures de repos avant de repartir. Là, ils auraient grimpé toute la nuit et le lendemain matin pour atteindre le sommet de l'Everest le 10 mai vers midi, mais, et c'est très important, en aucun cas après 14 heures. Rob Hall, un des guides, avait lourdement martelé l'équipe avec ce planning. Ils commencent alors à grimper et atteignent le camp numéro 4 en retard à cause du fait qu'il y avait beaucoup trop de monde. En effet, ils ne sont pas moins de 4 équipes différentes ce jour-là à gravir l'Everest. Et sur le camp numéro 4, qui est situé au col sud, mieux vaut ne pas s'aventurer trop près d'un côté comme de l'autre. Parce que côté nord, on risque de faire le grand plonchon avec plus de 2000 mètres sur la face Kachung de l'Everest, pardon pour la prononciation, et de l'autre côté, face au Lhotse, un faux pas et c'est la dégringolade sur 1500 mètres. Ce jour-là, une tempête de vent hurle vraiment fort à l'arrivée au camp numéro 4. Et Beck, comme d'autres membres de son équipe, se sent au bout du rouleau à cause du froid et de l'épuisement. C'est d'ailleurs cette zone qu'on appelle la zone de la mort, là où la montagne vous tue lentement. Et le temps passe, et vers 22 heures, la tempête brusquement s'épuise et un calme absolu, quoique glacial, est tombé sur la zone de la mort. C'est à ce moment précis que Rob, le guide, lance le départ vers le sommet. Et à ce stade, Beck ne se sent pas très bien, il est légèrement affaibli, mais il n'est pas le plus à plaindre. Son camarade Doug est malade et il ne grimpe pas bien. On aurait dit qu'il était passé à l'essoreuse, il n'avait ni mangé ni bu, n'était pas reposé, et gardait en lui la frustration d'avoir dû renoncer l'année précédente, lors d'un premier essai, et ce, très près du sommet. Et ça a fini par le posséder et dominer la moindre de ses pensées. Et l'autre camarade qui inquiète Beck, c'est Yasuko. Et pour cause, elle ne pèse pas plus de 45 kilos et elle porte une charge aussi lourde que celle des autres et son corps minuscule ne parvient plus à l'encaisser. Elle manque littéralement de force. Et malgré ça, ils décident de démarrer, affûtés de leur masque à oxygène et d'énormes combinaisons en duvet. Leur groupe sera le premier de tous à partir. Pour Beck, la soirée qui commence est fabuleuse, malgré l'épuisement. La tempête de vent s'est totalement calmée et le thermomètre, quant à lui, affiche moins 10 degrés, ce qui, à une pareille altitude, est une température plutôt clémente. Ça a un côté poétique. En dehors des lampes frontales, on met ça de côté, il n'y a aucune lumière artificielle qui ne vient voiler l'extraordinaire éclat des étoiles. Et le petit groupe progresse à pas lents et en rythme. Il traverse le col sud en direction du sommet. Et à ce moment-là, il n'y a rien d'autre à penser que d'avancer le pied, marquer une pause, avancer l'autre pied, marquer une pause, et ainsi de suite des heures durant. Plus ou moins au milieu de la pente, ils ont dû obliquer vers la gauche.
Et en montagne, une traversée est toujours plus dangereuse car il est difficile de voir où l'on met les pieds. Et c'est là que les choses se sont gâtées donc doublement pour Beck, qui va réaliser peu à peu et à son plus grand désarroi qu'il ne voit plus grand-chose. Sa vision lui joue des tours et au pire moment. Donc je dois vous préciser qu'un an et demi avant de partir pour l'Everest, victime d'importants problèmes de vue, Beck y décide de se faire opérer les yeux, justement afin de pouvoir grimper en toute sécurité. Car lors de précédentes expéditions, il s'est trouvé très gêné en portant des lunettes de vue sur lesquelles se crée naturellement de la buée, ce qui provoque du givre, et évidemment ça trouble complètement sa vision puisqu'une petite couche de glace colle littéralement sur les verres et c'est très très handicapant. Il avait donc décidé à l'époque de faire cette opération qui consiste en une kératotomie radiaire. Alors pour résumer, c'est une petite incision dans la cornée qui permet de modifier la longueur focale de l'œil et donc d'améliorer la vision. Et à cette époque, ce que les ophtalmologistes ignorent, c'est qu'en haute altitude, une cornée qui est altérée de la sorte va s'aplatir et s'épaissir, ce qui va réduire la longueur focale. Autrement dit, la personne devient pratiquement aveugle. Et c'est donc cette terrible tragédie qui arrive à Beck, 500 mètres seulement au-dessus du camp numéro 4 aux premières heures du 10 mai 1996. Et au début, il ne s'inquiète pas trop. Sa vision lui a déjà joué des tours dans le passé, d'ailleurs un peu plus tôt au camp de base de l'Everest, ses yeux l'avaient déjà titillé, notamment en franchissant la cascade de glace. Mais trop fier, il n'en avait parlé à personne, et puis surtout, il n'a pas paniqué. Donc il ne paniquera pas non plus, d'ailleurs, quand à 8400 mètres d'altitude, ses yeux le lâchent à nouveau, le plongeant dans les ténèbres. Il ne voit vraiment plus rien, mais se dit que d'ici 2 heures maximum, la lumière du jour va venir résoudre le problème, il en est persuadé à 200%. Cependant, il reste quand même bien trop aveugle pour l'instant pour continuer, il décide alors de s'écarter, et il va laisser passer une bonne trentaine de personnes appartenant à d'autres groupes. Et après quelques instants, comme il l'avait prédit, sa vue s'améliore peu à peu grâce à la lumière du jour qui se lève. Profitant de l'occasion, il parvient alors à planter les pointes de ses crampons et se déplace latéralement pour reprendre le chemin de l'arête menant au sommet. Donc jusque-là, les choses se passent à peu près bien, jusqu'à ce qu'il ait un geste qui bouleversera le reste de sa vie. Il veut s'essuyer la figure avec les mains et il ne prête pas du tout attention au fait que son gant est couvert de givre. En passant la main sur son visage, un petit cristal va s'introduire dans son œil droit et va venir douloureusement griffer sa cornée qui va totalement voiler sa vision déjà extrêmement fragilisée. Ce geste lui fera perdre toute sensation de relief et de profondeur, ce qui est évidemment un handicap considérable, grave, en alpinisme en pleine ascension. Mais sans se laisser abattre, avec ce qui lui reste comme vision dans l'œil gauche, bon certes trouble mais encore exploitable, il parvient à dépasser le balcon, donc un promontoire de la taille d'un salon 500 mètres sous le sommet. Il est tellement motivé qu'il dira même à Rob, son guide, « Allez-y les gars et avalez-moi cette pente, dès que j'y vois un peu plus clair, je vous suis à la trace. » Mais Rob, qui a tout suivi du périple de Beck, souhaite le faire redescendre. Fort de son expérience, il comprend immédiatement l'importance de la situation, mais devant l'insistance de Beck, il cède et il lui octroie 30 minutes de battement. Il lui dit que si dans 30 minutes il ne voit toujours rien, il est hors de question qu'il continue à grimper. L'accord, c'est donc que Beck patiente sur le bord ce laps de temps jusqu'à ce que Rob revienne pour vérifier son état à peine une demi-heure plus tard. Et à ce moment-là, Beck n'aurait jamais pu imaginer que Rob ne reviendrait jamais. Beck, immobilisé, attend alors toute la matinée, toujours pratiquement aveugle, et il trouve même la journée belle. Il n'y a pas de nuages, pas de vent, les heures passent. Et aux environs de midi, bon nombre de grimpeurs redescendent et croisent donc Beck, qui attend. Successivement passera Stuart, Lou et John. Il lui annonce qu'il y a un bouchon plus haut, dû au nombre excessif de groupes présents ce jour-là, et qu'il n'atteindrait jamais le haut avant 14 heures, comme Rob leur avait imposé. Ce serait trop dangereux, ils sont donc contraints de redescendre. Il lui propose de redescendre avec eux, mais à cause de la promesse de ne pas bouger de là qu'il a faite à Rob, il est coincé.
puisqu'il n'a ni radio pour l'informer, ni aucun autre moyen de communication. Alors, le petit groupe poursuit sa descente. Et Beck se dit que Rob ne va plus tarder maintenant, il ne doit pas être très loin. Il se dit qu'il attend encore Rob pour 15 heures maximum, mais voilà, 15 heures passent, 16 heures passent, 17 heures, il a de bonnes raisons de commencer à s'inquiéter. Car si jusqu'à présent, grâce à la lumière du jour, il arrive à peu près à deviner certaines masses floues, avec le coucher du soleil qui arrive, sans lumière, ses pupilles vont grandir et Beck redeviendra très vite complètement aveugle. Et rapidement, la lumière s'atténue et il fait de plus en plus froid. Le vent fort balaie des coups de neige et Beck est piégé. Cet enfer, bloqué sur un petit bout de falaise dans le triangle de la mort, pratiquement aveugle, exténué, exposé au vent, exposé au froid, durera 10 heures. Ce sera 10 heures pendant lesquelles il restera assis ou debout mais sans réellement bouger. Le froid commence à agir sur son cerveau comme un anesthésiant, ce qui fait que ça lui joue des tours, puisqu'il croit distinguer des gens ou des fantômes qui apparaissent puis qui s'évanouissent. Mais Beck, il est encore assez lucide, cependant, pour se rendre compte qu'il est en train de basculer, trop gelé pour frissonner, submergé par une apathie paisible, incapable d'évaluer le danger. Les réserves d'eau placées contre la peau de sa poitrine ont gelé, et s'il reste là, il va sans doute lentement sombrer dans la mort sans même esquisser un geste. Malgré tout le courage dont il en a fait preuve pour en arriver jusque-là, Beck est quand même sur le point, à ce stade-ci, de baisser les bras. Et c'est là qu'il aperçoit John redescendre, et ça va directement le reconnecter à sa propre réalité. John lui dit que Rob est encore là-haut sur la crête, à 3 heures au moins derrière lui. Il propose à Beck de redescendre avec lui, ce que Beck refuse, préférant attendre Rob pour les raisons qu'on a déjà évoquées précédemment. Une demi-heure s'écoule et Mike redescend, donc souvenez-vous Mike Groom, le deuxième guide, et il est avec Yasuko, qui n'est plus d'ailleurs qu'un cadavre ambulant, totalement épuisé, mais ils ont tous atteint le sommet. Le problème est double maintenant, puisqu'il y a Yasuko et Beck qu'il va falloir redescendre, malgré leurs conditions de santé plutôt inquiétantes. Un membre d'un autre groupe va prendre Yasuko avec lui et va continuer à descendre. Quant à Beck, il va finalement accepter de redescendre avec Mike, qui l'encorde à court. Mike va donc enrouler une extrémité de la corde autour de la taille de Beck pour le stabiliser de tout son poids. Il faut savoir que la descente d'une montagne est bien plus dangereuse que son ascension. Si vous devez laisser votre peau, c'est généralement à ce moment-là que ça se passe. Et comme si l'épuisement et la cécité ne suffisaient pas, un autre petit détail est venu se greffer, les crampons. En effet, les crampons de Beck présentent l'inconvénient de botter parfois en neige humide. La neige s'accumule alors dans les pointes. Il se retrouve tout de suite mieux équipé pour faire du ski que pour faire de la grimpe. Et le résultat, c'est que quand Beck se déplace, il plante tout le poids de son corps sur ce qu'il prend pour la pente et n'accroche que du vide. Bien sûr, il dévisse d'un seul coup et déloge brutalement Mike puisqu'ils sont attachés. Ils se mettent alors à glisser tous les deux, contraints de saisir leur piolet dans l'urgence afin de le planter dans la pente en pesant tout leur poids pour parvenir à stopper la chute. Et il leur a fallu répéter l'opération environ 2 ou 3 fois avant d'arriver en bas. Ils parviendront cependant à redescendre jusqu'au col sud en moins d'une demi-heure. Et Beck, après tant de tourmentes, allait enfin retrouver le confort de sa tente ainsi que de son sac de couchage, boire un bon thé brûlant et surtout terminer cette longue et éprouvante journée. Et c'est en reprenant cette progression vers le camp qu'ils entendent un râle rauque remonter la montagne. En une fois, le blizzard va littéralement exploser autour d'eux et ce bruit va monter crescendo. Une épaisse muraille de nuages se met à bouillonner juste au-dessus du col sud, enveloppant tout et tout le monde d'un épais manteau blanc au point que plus rien n'est visible à part les lampes frontales. Et soudain, le froid devient absolument insupportable. Dans cette éclipse blanche et hurlante, durant la nuit, les vents atteignent les 130 km/h et la température chutera
jusqu'à moins 51 degrés. Vu la situation, Beck se cramponne à la manche de Mike pour ne pas perdre le contact avec lui, puisque rappelez-vous, il est pratiquement aveugle. Le petit groupe descendant avance alors à tâtons pour sentir la pente qu'il ne distingue plus du tout. Il bifurque une première fois, une seconde fois, et il bifurque encore une troisième fois. Et en quelques minutes seulement, ils perdent totalement le sens de l'orientation. Ils ne savent plus du tout vers quoi ils avancent dans ces rafales et cette glace tourbillonnante. Et le bruit et le froid deviennent complètement intolérables. Soudain, Neil, un autre grimpeur, se fiche sur place. Il leur dit que quelque chose n'est pas normal, quelque chose cloche. Il ordonne immédiatement au petit groupe de s'arrêter, d'avancer, et ils ne se trompent pas, puisqu'ils sont à moins de 10 mètres du bord de la face du Kanchung. À cet endroit précis, la pente glacée bascule sur 2500 mètres. Quelques pas de plus et tout le petit groupe partait en glissade fatale. À ce moment-là, Beck réalise qu'il ne peut plus sentir ni bouger sa main droite. Il pense avoir des gelures aux doigts. En temps normal, le problème se règle plus ou moins facilement. Beck ayant déjà connu des endroits très froids, il sait comment faire afin de réchauffer ses mains. Le principe est simple, il suffit d'enlever 2 de ces 3 gants superposés et de glisser la main attaquée par le froid sous son blouson contre sa poitrine nue. Et quand cette main est suffisamment réchauffée, on la ressort et on réenfile son gant. Et c'est ce qu'il décide de faire. Il retire alors les 2 gants extérieurs de sa main droite, mais sans ses couches, il sent instantanément que sa main gèle, et ce, malgré le 3e gant restant, les températures étant trop intenses. L'immense douleur soudaine de la gelure le tétanise, et ça le choque, au point que sa main gauche lâche les gants, aussitôt avalés par le vent et dispersés dans le vide. Terminé. Le vent souffle tellement fort qu'il peut soulever un homme et le déposer à 1 ou 2 mètres plus loin. Et maintenant, face à la perte extrêmement grave de ses 2 gants de la main droite, il va remettre sa main sous son blouson. Parce que désormais, il est question de vie ou de mort, avec un membre exposé de la sorte. Et c'est à ce moment précis que les nuages se déchirent, dévoilant la grande ours. Voyant cela, un camarade russe, Cleve Schuning, issu d'un autre groupe, client de la Mountain Madness, peut prétendre reprendre la direction du camp, puisqu'il a enfin un point de repère grâce au positionnement des étoiles. Donc pour sauver le groupe, si Cleve ne se trompe pas, l'idée est que lui et les personnes complètement valides restantes retrouvent le chemin du camp numéro 4, qui est le plus proche, qu'ils trouvent de l'aide pour revenir récupérer les plus affaiblis, qui ne font finalement que ralentir la marche du groupe et mettre en danger les autres. Il faut donc prendre une décision et élaborer un plan. Les plus affaiblis sont clairement Beck et Yasuko, et une 3e grimpeuse issue de l'expédition Fisher, appelée Charlotte, qui est également beaucoup trop faible pour continuer. Beck, après une discussion avec Mike, accepte de patienter là, d'attendre, afin de ne pas ralentir le reste du groupe, et donc d'obtenir normalement plus rapidement l'aide des secours. Il reste donc là avec Yasuko et Charlotte. Aucune d'elles ne peut marcher sans assistance, et au moment de partir, Tim Madsen, membre du même groupe que Charlotte, l'expédition Fisher, donc qui partait initialement chercher des secours avec les valides, s'arrête brusquement quelques mètres après leur départ et décide de rester avec Charlotte par amour. Une fois que la partie du groupe cherchant des secours n'est plus là, les personnes qui restent, qui sont très affaiblies et épuisées, se laissent tomber sur la glace et essayent de se rapprocher les unes des autres, se collent dos contre dos, ventre contre ventre, afin de conserver un petit peu de chaleur et s'abriter du vent. Et une chose les guette, et une chose est leur pire ennemi à présent, c'est le sommeil. S'ils s'endorment, ils savent que leur température corporelle va plonger et que leur cœur va finir par s'arrêter. C'est le principe de l'hypothermie. Pour y échapper, ils vont prendre la décision de hurler, de se donner des claques, de se donner des coups de pied, n'importe quoi pour rester éveillés
et ne pas mourir. Ensuite, pour Beck, ça va devenir un petit peu flou. Il y a donc des hurlements, et après, les souvenirs lui sont vraiment vagues, voire inexistants. Il commence à geler, et il ne trouve pas ça désagréable, puisqu'il a une curieuse sensation de chaleur. Et on sait maintenant que les personnes qui tombent en hypothermie reçoivent une réaction assez spectaculaire de la part de leur cerveau, qui consiste à leur faire ressentir la chaleur avant de mourir. On va souvent d'ailleurs retrouver des personnes qui meurent de froid complètement déshabillées à cause de ça. Et Beck aura donc cette sensation, et en parallèle, il racontera qu'il aura aussi une genre de sensation, une impression de flottement. Et en recollant les histoires, par la suite, on va apprendre que Tim, celui qui est revenu pour Charlotte, souvenez-vous, se souvient d'avoir vu Beck debout sur un rocher, écartant les bras et déclarant « Super, tout est clair maintenant », juste avant de basculer en fait. Puis il ne l'a plus revu. Revenons maintenant à ceux qui sont partis chercher de l'aide. Donc il y a Neil, Cleve et Mike. Ils réussissent bel et bien à retrouver le camp numéro 4 cette nuit-là grâce à la position des étoiles. Ils arrivent pratiquement à quatre pattes et exténués, mais y parviennent. Ils expliquent à tous ceux qu'ils croisent qu'un petit groupe attend là-bas dans la tempête et qu'ils ont absolument besoin d'aide et le plus vite possible. Mais personne ne veut y aller tant les conditions sont extrêmes. Ils se retournent alors sur les Sherpas, public extrêmement habitué à ce genre de conditions, et même eux refusent d'aller rechercher le reste du groupe. Désespérés, ils continuent néanmoins à chercher de l'aide ailleurs, malgré les nombreux refus successifs qu'ils essuient. Personne ne veut tenter le coup. Personne, jusqu'à ce que le Russe Anatoly Boukrev accepte d'y aller. Et c'est une chance inouïe. Anatoly, il est guide d'un autre groupe. Il est déjà monté plus tôt cette journée-là jusqu'en haut du sommet de l'Everest. C'est un grand habitué de l'alpinisme et il a décidé ce jour-là d'atteindre le sommet sans oxygène, ce qui est presque impossible dans de telles conditions, mais il y arrive. Par contre, une fois arrivé sur le haut de l'Everest, il ne peut pas rester bien longtemps dû au manque d'oxygène, ce qui l'oblige, sans aucune autre solution, à redescendre et le plus vite possible. Il a donc, plus rapidement que les autres, pu rentrer à l'abri sous sa tente. Récupérant donc au camp 4 depuis plusieurs heures, un peu mieux remis par rapport aux autres, il est disponible et surtout, il a le courage d'aller secourir notre petit groupe. Anatoly fait ce que personne d'autre ne veut faire, mais ce ne sera pas sans encombre. Il sort une première fois dans la tempête, mais le vent et le froid le ramènent au camp. Il ne se laisse pas abattre cependant, et il y retourne une deuxième fois, mais à nouveau, il reviendra au camp. La troisième fois sera la bonne, il ira jusqu'au bout, et voilà qu'il localise le petit groupe sur la paroi. Il viendra en aide à chacun des 3 membres de son groupe, que sont Tim, Charlotte et Sandy, dont on n'a pas encore parlé, qui sont les membres de l'expédition Fisher. Il laissera Beck et Yasuko là-bas pour des raisons, par contre, qu'on ignore. Plus tard d'ailleurs, Anatoly livrera au moins 3 versions de cette histoire. Et pourtant, Beck précise avec une lourde insistance qu'Anatoly n'en reste pas moins un héros, le seul qui osera braver l'énorme tempête ce jour-là et qui ramènera tous les membres de son expédition, sans exception, vivants. Et quant aux autres, parce qu'il en manque 3 pour l'expédition de Beck, il manque Rob Hall, Doug Hansen et Andy Harris, voici ce qui leur arrive. Alors pour Doug, on a déjà mentionné qu'il grimpait avec beaucoup de difficultés. L'année précédente, déjà, il est parvenu très près du sommet, mais il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Il était donc très frustré. Par la suite, Beck expliquera dans son livre autobiographique que lorsqu'on escalade des sommets aussi hauts que ça, au vu de l'épuisement dont on sera victime, nos limites auront été tellement repoussées que ce n'est plus notre corps qui nous porte là-haut, mais notre esprit. Notre corps est épuisé bien avant d'atteindre le sommet. Seul l'objectif qu'on aura en tête pourra nous pousser à continuer. Et si on perd cet objectif de vue,
Le corps devient un poids mort et un boulet à traîner. C'est par la force de la frustration de l'année précédente que Doug a continué à grimper jusqu'à 14 heures, puis 15 heures, puis 16 heures, ignorant sciemment les risques. Rob était avec lui, mais on ne sait pas pourquoi il l'a laissé faire. Et quand Doug a enfin atteint le sommet, Rob se retrouve avec un sacré problème sur les bras, puisque Doug, exténué, est un poids mort. Rob appelle alors le camp de base par radio pour lui demander qu'on lui envoie de l'aide et on lui répondra tout bonnement d'abandonner Doug et de sauver sa peau. Mais tous ceux qu'il connaissait n'auraient pas été surpris d'apprendre que Rob n'a pas abandonné Doug. Il lancera en désespoir un deuxième appel à la radio et demandera à nouveau de l'aide. Et cette fois-ci, il sera entendu. C'est Andy qui, pourtant affaibli par ses efforts, l'entendra. Il est également affaibli par un microbe intestinal qu'il a contracté à l'embouche. Et pourtant, il répondra à cet appel par la positive. Il remontera alors la pente, rejoindra un dépôt d'oxygène et emportera plusieurs bouteilles pour Doug et Rob qui se trouvent très près du sommet. La suite, malheureusement, elle est assez obscure. On sait qu'ils ont perdu plusieurs heures à guider Doug le long de l'arête somnitale et que Rob et Andy ont réussi à atteindre la face sud, mais sans Doug. Apparemment, ils seraient tombés en route. Et Andy, quant à lui, accompagnera Rob durant toute la nuit, mais désorienté et totalement épuisé par ses nombreux allers-retours, il disparaîtra à son tour dans la tempête. On retrouvera son piolet près du corps de Rob, disparu lui aussi. La tempête s'apaisera enfin le matin du 11. Le vent, plus calme, ne souffle plus qu'à 60 km/h, et dans ces conditions plus clémentes, Stuart Hutchinson et trois Sherpas partent enfin à la recherche de Yasuko et de Beck. Ils vont les trouver, allongés l'un contre l'autre, profondément ensevelis sous la neige et la glace. Stuart va d'abord s'approcher de Yasuko. Il se penche et la tire par son blouson. Il va constater qu'une fine couche de glace de plusieurs centimètres lui recouvre le visage, comme un masque qu'il a d'ailleurs dû décoller. La texture ressemble à de la porcelaine, ses yeux sont dilatés, mais il lui reste un tout petit peu de souffle. Ensuite vient le tour de Beck, que Stuart tente de redresser. Il dégage le givre resté collé sur ses cils et sa barbe pour pouvoir inspecter son visage et jauger son état. Et il sera stupéfait. Stuart affirmera plus tard qu'il n'a jamais vu un être humain si près de la mort et respirer encore. Mais malgré la présence de Stuart et des trois Sherpas, et contre toute attente, ils ne sont pas encore sauvés. Tout montagnard sait qu'une fois plongé dans un coma hypothermique, en haute altitude, aucun être humain ne se réveille jamais. C'est une question de conditions. Stuart pensait donc que, même s'il les ramenait au camp, Yasuko et Beck mourraient dans tous les cas. Stuart et les trois Sherpas prennent alors la dure décision de ne pas les ramener au camp, ce qui mettrait leur vie à eux en péril sur le chemin du retour et semblerait a priori inutile puisqu'ils sont condamnés. Ils retournent alors sans eux au camp numéro 4 et affirment aux autres que Beck et Yasuko sont morts. Et ils appellent, en parallèle, le camp de base pour les informer de la mort de Beck et de Yasuko, afin qu'ils puissent faire un communiqué par téléphone aux familles respectives, dont Peach, la femme de Beck, qui vit à Dallas, au Texas. Pour la deuxième fois donc, Beck est laissé pour mort. Et pourtant, à 16 heures, le même jour, donc heure de l'Everest, après pas moins de 22 heures de tempête, le miracle se produit. Beck, donc qui je vous le rappelle, est abandonné quelque part dans le manteau blanc que la tempête a fait tomber sur l'Everest, ouvre les yeux. Son état de confusion est tel qu'il croit d'abord être bien au chaud dans son lit, à la maison, au soleil du Texas. Puis, peu à peu, ses idées s'éclaircissent. Et il voit sa main rester sans gants. Elle n'est plus qu'une chose grise et morte, qui, quand il la cogne contre la glace, rebondit d'un bruit de bout de bois. Son attention alors, sur le choc, se réveille, et progressivement, il récupère ses esprits. Et ce qu'il constate, c'est qu'il ne voit rien, ou presque. Les yeux toujours agressés, il voit juste qu'il se trouve quelque part en montagne, et il a une certitude, il est seul.
Et il lui faut beaucoup de temps pour se remémorer les événements de la nuit précédente, il est confus. Mais Beck en conclut que les autres ont certainement dû tous rentrer en sécurité et que pour une raison inconnue, il a été laissé de côté et abandonné. Et c'est instinctivement qu'il comprend qu'il n'y aura pas de cavalerie pour venir le sauver. Mais il reste un mystère. Pourquoi n'est-il plus allongé à côté de Yasuko? Et il supposera après coup qu'il devait sans doute être avec donc le petit groupe à la base et qu'après que Stuart et les 3 Sherpas soient passés, il a dû se réveiller, à un moment donné, reprendre ses esprits et parcourir une 50aine de mètres dans la direction du camp numéro 4 avant d'à nouveau s'effondrer. Et c'est en plein milieu de ce réveil brutal, dans cette confusion totale, qu'il a eu une vision, celle de sa famille, donc sa femme, Peach, et ses 2 enfants. Son cerveau les a créés dans leur indiscutable vérité. Il se relève alors très péniblement et se déleste de son sac, tout comme de son piolet. Une chose est sûre, il va falloir qu'il donne tout. Et il se réconforte en se disant que l'effort va le réchauffer. Donc au début, il essaye juste de quadriller le terrain afin de prendre un repère et d'avoir un moyen quelconque de s'orienter, puisque je vous le rappelle, un manteau blanc recouvre tout l'horizon, après plus de 20 heures de tempête mortelle, et sa vue est très affectée. Et soudain, un souvenir le sauve. Il se rappelle que le camp numéro 4 se situe à contre-vent, donc il en conclut que si le vent n'a pas tourné, le camp se trouve forcément quelque part contre le souffle. Et il se met donc à marcher. Il n'y voit rien, il tombe, il se relève, il tombe à nouveau, il se relève encore, il est d'une volonté de fer et bien décidé à se relever et va continuer tant qu'il peut jusqu'à ce qu'il bascule en dehors de la pente ou parvienne au campement. Après quelques mètres, il sent qu'il a maintenant les 2 mains complètement gelées. Le froid lui lacère le visage, il est en hypothermie profonde, il n'a pas mangé depuis 3 jours, il n'a pas bu depuis 2 jours, il est perdu et il est totalement aveugle. Le temps passe et une sorte d'apathie vague, de résignation l'envahit peu à peu, et il voit le soleil descendre lentement à l'horizon. Il est parfaitement conscient que si le soleil disparaît, il disparaît avec, car sans lumière, pas de repère visuel, et avec la température qui plongera également en chute libre, il mourra de froid. Tout à coup, après de nombreuses hallucinations, il aperçoit ce qu'il pensait être 2 étranges rochers bleus qui sont devant lui, et il se dit que ce doit être les tentes du camp. Mais brouillé par des visions répétitives, il ne se fait plus du tout confiance, et il est persuadé qu'il s'agit une fois de plus d'une énième hallucination. Il se ressaisit alors, se dit qu'il faut continuer à marcher droit et passer devant, qu'il s'agit encore d'un tour de son esprit épuisé. Lorsqu'il arrive à une 30aine de mètres de ce qu'il prend pour ces fameux rochers, il découvre une silhouette, celle de Todd Burleson, un responsable d'une autre expédition. Et donc vous l'aurez compris, Beck a réussi à atteindre le camp numéro 4. Plus tard, Todd dira de Beck que quand il l'a vu arriver, son visage n'était plus un visage mais un masque noir recouvert d'une croûte carbonisée. Son blouson plein de neige était complètement ouvert jusqu'à la ceinture et il tenait son bras droit complètement nu et gelé sur la tête, par-dessus sa tête. Il ne pouvait d'ailleurs plus le baisser. Sa peau ressemblait à du marbre, c'était une véritable pierre blanche. Lorsque Todd, choqué par ce qu'il est en train de voir, reprend enfin ses esprits, il fonce sur Beck, il lui agrippe le bras et il le conduit jusqu'à la première tente où il l'allonge dans 2 sacs de couchage. Il lui met des bouillottes sous les draps et lui administre une piqûre de stéroïdes. Tous, sans exception, trouvaient ça tout à fait incroyable. Mais malgré le spectaculaire retour de Beck, et à cause de son état, plus proche de la mort que de la vie d'ailleurs, ses camarades n'avaient aucun espoir de survie pour lui. Pensant que Beck allait de toute façon mourir, ils ont donné l'ordre de ne pas le redescendre au camp de base, attendant qu'il donne son dernier souffle. Beck, quant à lui, à ce stade, est au contraire reconnaissant d'avoir une réelle chance de survie, et rien qu'à cette prise de conscience, il se sentira revitalisé. Mais il déchantera vite. Et pour cause, un détail extrêmement important vient le frapper. Pour quitter le camp sur lequel il est,
donc qui est le camp numéro 4, il doit passer par la cascade de Khumbu, pour laquelle il est impossible de passer sans les mains. Il se trouve alors seul dans sa tente, et tout le monde est persuadé qu'il n'y passera pas la nuit. Il entend même au travers de la toile de sa tente des gens dire qu'il y a un type mort à l'intérieur. Et pour compliquer les choses, une fois encore, la tempête se réveille, et de plus belle, et elle est tout aussi féroce que la veille. Cette fois-ci, le vent paraissait tout à fait capable de souffler un homme par-dessus le col sud, sac de couchage et tente compris. Le calvaire n'est pas terminé pour Beck. À chaque rafale, sa tente pèse contre sa poitrine et son visage et l'asphyxie. Il ne parvient plus à respirer. Dans cette pure folie, tout bonnement interminable, il profite d'une brève accalmie pour se rouler sur le côté, découvrant ainsi qu'il peut respirer même quand sa tente s'aplatit sur lui. Sa main et son avant-bras le gênent horriblement, car ils ont commencé à gonfler et à se décolorer, à un tel point qu'il en perdra d'ailleurs connaissance à plusieurs reprises. Il perd donc des brides et des souvenirs de cette nuit cauchemardesque, et quelque part ce n'est pas plus mal, car il ne se rappelle pas non plus avoir été éjecté de son sac de couchage tant la violence du vent était présente, et pourtant c'est ainsi qu'il va se retrouver à l'aube. Le lendemain matin, après cette nuit d'enfer, presque tout le monde plie bagage pour quitter le campement. Krakauer, qui inspectait de toute façon toutes les tentes avant de partir, passe sa tête à l'intérieur de celle de Beck, et sa mâchoire se décroche en le voyant, et pour cause, il le pensait mort. Beck, agacé mais avec un brin d'humour, lui demande ce qu'il faut faire ici pour que l'on s'occupe de lui. Krakauer, abasourdi, appelle immédiatement Athans, dont Beck a déjà fait la connaissance lors d'expéditions précédentes. Athans vient aider Beck à se mettre debout, à fixer ses crampons et à boire 2 bons litres de thé. Le type supposé mort est maintenant paré pour affronter la face du Lhotse. Ils vont enfin aider Beck et ils vont réussir à le descendre comme ça, plus ou moins jusqu'au quart de la face du Lhotse. Et là, un nouveau miracle se produit. C'est donc en descendant le Lhotse que Beck va rencontrer les membres de l'équipe de tournage IMAX, qui sont tous les 3 des montagnards d'élite, parmi les plus célèbres et les plus expérimentés au monde. Et touchés par son état et l'histoire de cette terrible tempête, ils mettront tout en œuvre pour aider Beck à redescendre en toute sécurité. L'ironie de la vie a donc voulu qu'au terme d'une carrière d'alpiniste particulièrement besogneux et malchanceux, Beck se retrouve soudain entouré par une authentique Dream Team. Et ils ne se contenteront pas de le redescendre sur la face du Lhotse. Apprenant la violence de la catastrophe de la veille, ils vont également appeler le camp numéro 4 pour proposer à quiconque en aurait besoin de se servir dans leurs réserves d'oxygène, de combustible, de nourriture et de batterie, et ils n'auraient qu'à découper leur tente et prendre le nécessaire. Il faut préciser que ces hommes, se comportant en véritables frères de la montagne, font un énorme sacrifice en abandonnant leurs ressources puisqu'ils mettent en péril une expédition de pas moins de 7 millions de dollars. Enfin, arrivé au camp numéro 2, Beck est installé dans une tente transformée en hôpital pour l'occasion. Les médecins le débarrassent de ses vêtements et le glissent dans un sac de couchage. Il place également ses 2 mains dans 2 bols d'eau chaude pour essayer de les décongeler. Et plus tard, ils les traiteront au nitrate d'argent, également utilisé pour les brûlures, et ils les bandront soigneusement dans 2 énormes mitaines. Ils lui donnent ensuite de l'Advil et un peu de soupe, et on lui posera également une perfusion de solution saline dans le bras droit, ce qu'il regrettera amèrement par la suite. Mais il est enfin sauvé à un détail près. Et c'est à ce moment-là, au camp numéro 2, que la rumeur d'un hélicoptère de secours va naître. Il y a en effet Beck et un autre blessé extrêmement grave qui sont tous les 2 incapables de redescendre plus bas. Mais un hélicoptère, personne n'avait jamais vu ça. Et pour cause, le camp le plus bas de cette montagne se trouve bien au-dessus du plafond assigné à l'hélicoptère, qui en l'occurrence est un écureuil Eurocopter de l'armée népalaise, c'est-à-dire que l'air est tellement pauvre à cette altitude que l'hélicoptère tomberait comme une pierre. L'impossible, c'est Peach, sa femme, qui s'en chargera à distance depuis Dallas.
Apprenant successivement la mort et puis la résurrection de son mari, elle déplacera des montagnes. À l'aide de contacts assez importants, donc qui ne sont autres que la sénatrice Kay Bailey Hutchinson et Tom Daschle, le leader de l'opposition démocrate, qui va prendre contact avec l'ambassade américaine à Katmandou. Elle réussit donc, via intermédiaire haut placé, à convaincre un conducteur d'hélicoptère à prendre le risque de venir. Et il s'agit de l'héroïque lieutenant-colonel Madan Casey. Notons aussi, car c'est important, que la seule fenêtre possible et optimale d'intervention en hélicoptère à cet endroit, c'est en début de matinée, puisque, comme pour la traversée de la cascade de glace, le soleil complique les vols en hautes altitudes, car en réchauffant l'atmosphère, il la raréfie et la rend plus instable. Le lieutenant-colonel Madan aurait donc besoin d'une atmosphère aussi froide et calme que possible. Beck et ses camarades se sont alors levés ce matin-là à 5h30 pour descendre la combe de 600 mètres de dénivelé et rejoindre le camp numéro 1 qui est au sommet de la cascade. Aux petites heures du matin, l'hélicoptère est arrivé et c'était du jamais vu. Il a d'abord sauvé l'autre rescapé qui était beaucoup plus mal au point que Beck et a donc dû revenir pour le deuxième voyage, ne pouvant transporter qu'une seule personne à la fois. Et le tout avec seulement 20 minutes d'essence. Beck sort enfin de l'enfer de l'Everest. Alors, Beck sera emmené à Katmandou, où un médecin, le docteur Schlim, lui bande les mains et lui donne des antibiotiques. Pour une raison inconnue, il n'est pas en hôpital, mais dans un hôtel appelé le Yak et Yeti. Son frère Dan vient le rejoindre afin de s'occuper de Beck, incapable de se servir de ses mains. Il restera 2 jours à Katmandou. Beck, de nature si fière et indépendante, sera en grande souffrance psychologique au fait de devoir dépendre de quelqu'un d'autre dans la quasi-totalité de ses actes quotidiens, puisque ses mains ont complètement gelé. Suite à ces 2 jours à Katmandou, Beck et son frère prendront ensemble à Lufthansa un vol de retour pour Dallas, et c'est de retour chez lui qu'il va vraiment réaliser son état. Physiquement, il a l'impression d'avoir enchaîné 10 combats de boxe. Amaigri de 15 kg, son corps est exténué. Il a contracté une infection sévère au staphylocoque suite à une intraveineuse posée au camp. Souvenez-vous, la solution saline dont on a parlé tout à l'heure. Et ses membres commencent sérieusement à gonfler et à devenir douloureux. Et au départ, il a pensé qu'il ne perdrait que le bout des doigts de sa main droite et que sa main gauche n'avait subi que des dégâts mineurs. Et je vous rappelle que Beck est médecin. Mais rapidement, le verdict tombe et les 2 mains sont totalement nécrosées, il n'y a plus aucune circulation. Et de toute façon, sa main droite commençait déjà à s'auto-amputer. Face à cette auto-amputation, le chirurgien qui s'occupe de lui redoute que les tendons ne lâchent. Une opération s'impose alors et là, les choses changent totalement pour Beck. On commence à le bourrer de médicaments et là, il plonge complètement et il commence à déprimer. Il comprend malgré tout qu'il doit garder un but pour ne pas sombrer et met toute son énergie à se racheter aux yeux de sa femme Peach, avec qui son mariage était en train de couler avant son départ pour l'Everest. Il était donc temps pour lui de se racheter après des années d'abandon de sa famille. Et par chance, il sera solidement entouré par sa famille et ses amis qui mettent tout en œuvre pour son confort, comme notamment lui apporter des livres qui apprennent à taper sur son clavier avec les dents, ou encore son fils qui lui bricole une télécommande TV en collant des languettes de bois en guise de touche. Il vivra aussi des moments assez macabres, où par exemple, assis dans son fauteuil, il a pu voir tomber sur sa main un gros morceau de son sourcil droit, poil compris. Une autre fois, en marchant, son gros orteil droit se brise et roule sur le sol. Il suivra aussi des séances d'hydrothérapie 2 fois par jour, 7 jours sur 7 pour essayer de sauver ses mains. En vain, ses doigts, l'un après l'autre, vont se pétrifier. Peu à peu, il les voit se solidifier, arrêter de fonctionner, puis se recroqueviller et se momifier. Au niveau de ses poignets, on peut voir la démarcation avec les tissus vivants, et son nez, lui aussi gelé, finira par tomber. Pour couronner le tout, il est allergique aux pansements
et peut alors sentir sa peau se crevasser sous les bandages, tandis que le reste de son corps se trouve découpé, scié, débité, morceau par morceau. Greg Hannigan, qui est spécialiste en chirurgie reconstructive, parviendra cependant à redonner à sa main gauche une partie de ses fonctions et plus tard, il reconstruira aussi son nez. Tout ça fera que Beck supportera pas moins de 11 opérations en un an. L'infection contractée au camp sera une horreur dont il aura la plus grande difficulté à se débarrasser. Elle est virulente et sointante des mois durant, au point où Beck peut sentir le liquide ruisseler sous ses pansements après opération. Ce fut donc une année d'enfer et de douleurs extrêmement violentes. Mais malgré toutes ces mutilations physiques, Beck déclara « Je vis simplement au jour le jour avec ma famille et mes amis. Je me laisse du temps pour continuer à savourer l'instant présent au lieu de toujours attendre un bonheur au futur qui, lui, n'arrive jamais. » Voilà, donc cette histoire est terminée pour aujourd'hui. J'espère que vous aimerez ce format qui est beaucoup plus long que les 2 formats précédents. Il a demandé un certain travail, donc si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires ou à me mettre un petit pouce bleu. Je tenais à vous préciser que pour cette histoire, il existe un livre autobiographique écrit par Beck Withers lui-même qui s'appelle « Laissé pour mort sur l'Everest ». Il existe aussi un premier film appelé Everest sur lequel il a d'ailleurs participé. Et je sais qu'il y a eu d'autres versions des années plus tard, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil si cette histoire vous intéresse. Et il y a également un opéra qui raconte cette histoire et qui porte le même nom. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie et que cette histoire vous aura passionné comme elle m'a passionné moi-même. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.